Oubliez tout ce que vous avez appris sur l'Égypte ancienne à l'école. Pyramides, momies, pharaons, ce ne sont que des anecdotes comparées à ce qui s'est réellement passé sur les rives du Nil. Les Égyptiens avaient des pratiques sexuelles si étranges qu'elles feraient passer n'importe quel film pour adultes modernes, pour un dessin animé Disney. Et le pire, ou le meilleur, selon le point de vue, c'est que tout était lié à la religion, à la politique et à la survie. Préparez votre cœur, car vous êtes sur le point de découvrir que le Dieu créateur de l'univers égyptien se masturbait en public, que les pharaons épousaient leurs propres sœurs et filles, que les fêtes religieuses étaient essentiellement des orgies publiques, sanctionnées par les dieux. Et avant de croire que c'est inventé ou exagéré, sachez que tout ce que je vais vous raconter est documenté sur des papyrus, gravés dans des temples et confirmés par des archéologues. Des preuves que votre professeur d'histoire a choisi de passer sous silence pour ne pas traumatiser le cours. Mais voici le rebondissement qui va changer votre perception de toute civilisation antique. Ces pratiques n'étaient pas des perversions. Il s'agissait de stratégies de survie si sophistiquées qu'elles ont permis à l'Égypte de rester une puissance mondiale pendant 3000 ans, plus longtemps que n'importe quel autre empire de l'histoire. 450, Avergi, Chiusi, delta du Nil. L'historien grec Hérodote, celui que vous avez étudié comme le père de l'histoire, arriva en Égypte, s'attendant à y découvrir une civilisation exotique mais civilisé. Ce qu'il vit le choqua tellement qu'il passa le reste de sa vie à essayer de l'assimiler. Selon ses propres mots, les Égyptiens font tout le contraire des autres peuples. Les femmes urinent debout, les hommes assis, et leurs rituels religieux, honorés par les dieux de l'Olympe, sont indescriptibles. Hérodote était un grand voyageur. Il avait vu les excès de Babylone, les orgies grecques, les rituels perses. Mais l'Égypte l'a brisé, car il ne s'agissait pas seulement de sexe. Il s'agissait de la façon dont une civilisation entière a bâti sa religion, sa politique et son économie autour de l'acte sexuel. Imaginez la scène. Hérodote, un intellectuel grec raffiné, debout sur les rives du Nil, regardant Pharaon, l'homme le plus puissant du monde connu, se masturber en public, tandis que des milliers de personnes applaudissaient et que les prêtres chantaient des hymnes sacrés. Je pensais qu'il s'agissait d'un malentendu culturel, écrivit-il, jusqu'à ce que je découvre qu'il s'agissait d'un rituel officiel et que la survie de toute l'Égypte dépendait de cet acte. Mais commençons par le commencement, littéralement, car selon les Égyptiens, l'univers a commencé par une branlette divine. La création de l'univers, le Big Bang égyptien. Oubliez la Genèse biblique, oubliez le Big Bang scientifique. Pour les Égyptiens, tout a commencé lorsqu'Atum, le dieu primordial, a émergé seul des eaux chaotiques du Noun, le vide primordial. Et que faites-vous quand vous êtes littéralement la seule chose qui existe dans l'univers? Exactement. Les textes des pyramides, datant de 2400 J.B.C., sont explicites. Atum prit son phallus dans sa main et s'en fit plaisir. De sa semence naquirent Chou et Tefnout, et ainsi commença la création. Mais ce n'était pas une métaphore poétique. Dans le temple de Karnak, que l'on peut visiter aujourd'hui, des bas-reliefs montrent Atum, la main sur le pénis, éjaculant les premières divinités. Les touristes modernes sont choqués. Les guides égyptiens expliquent cela comme si c'était la chose la plus banale du monde. Le docteur Johan Fletcher, égyptologue à l'université de York, explique: pour les Égyptiens, la masturbation divine n'était pas de la pornographie, c'était de la cosmologie. Le sperme d'Atum contenait l'essence créatrice de l'univers. Chaque goutte représentait potentiellement un nouveau dieu, un nouveau monde. Et voici la partie que votre professeur a définitivement omise. Les pharaons ont reconcrété ce mythe. Chaque année, en public, devant un public, le rituel du Nil, quand la masturbation devient une politique publique. Chaque année, entre juin et septembre, le Nil débordait. Cette crue apportait un limon noir qui fertilisait les berges et permettait l'agriculture. Sans lui, l'Égypte ne serait qu'un désert parmi tant d'autres. Et comment garantir que le Nil déborde au bon niveau? Simplement, le pharaon se masturbait cérémonieusement dans les eaux du fleuve. Il ne s'agit pas de spéculation. Nous disposons de documents sur papyrus, d'inscriptions de temples et même de témoignages de visiteurs étrangers. Le rituel, appelé Ebsed, était aussi important que n'importe quel décret royal. Le processus a été méticuleusement planifié. Préparation, le pharaon jeûna pendant 7 jours, ne consommant que des aliments aphrodisiaques, figues, dattes, laitue sacrée. Purification, bain rituel, avec des huiles spécifiques pour augmenter la puissance divine. La cérémonie, sur la rive du Nil, entouré de prêtres,
le pharaon récitait des incantations tout en se masturbant. Le point culminant, le sperme royal était recueilli dans un récipient cérémoniel en or. L'offrande, le contenu a été déversé. Dans le Nil, tandis que la foule célébrait Ramsès II, le grand pharaon bâtisseur, a laissé des inscriptions détaillant sa performance. Ma semence divine a coulé comme le Nil lui-même, assurant l'abondance à mon peuple pour une autre année. Mais imaginez la pression. Toute l'économie égyptienne dépendait de votre capacité à performer. Des papyrus médicaux de l'époque contiennent des recettes pour renforcer le sceptre de Mine, euphémisme pour érection, suggérant que même les pharaons avaient parfois besoin d'un peu d'aide. Sexe après la mort, l'au-delà le plus coquin de l'histoire. Si vous pensez que la mort a mis fin à la prostitution, les Égyptiens sont en profond désaccord. L'au-delà égyptien était essentiellement un complexe hôtelier, tout compris, offrant des avantages sexuels illimités. Le livre des morts, le manuel officiel pour naviguer dans l'au-delà, comprend des sources spécifiques pour maintenir la puissance sexuelle après la mort, séduire les déesses dans l'au-delà, assurer des partenaires sexuels éternels, changer même de sexe si vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Mais l'histoire qui définit véritablement la nécrophilie divine égyptienne est celle d'Osiris et d'Isis. La première greffe de pénis de l'histoire Osiris fut assassinée et démembrée par son frère Seth en 14 morceaux. Isis, sa sœur épouse, nous avons déjà abordé l'inceste, en récupéra 13. Le 14e, son pénis, mangé par un poisson du Nil. La solution d'Isis, sculpter un phallus magique en or, l'attacher au corps de son mari et coucher avec lui pour concevoir Horus. Il ne s'agissait pas d'un mythe obscur, c'était l'histoire centrale de la religion égyptienne. Chaque pharaon mort devenait Osiris et attendait le même traitement. Les archéologues ont découvert des momies sur lesquelles étaient fixés des phallus artificiels en bois, en or et même en pierre. Le docteur Zahi Hawass, l'Indiana Jones égyptien, a découvert en 2010 une momie avec un phallus en résine de 20 cm. Ce n'était pas décoratif. L'analyse montre une usure conforme à l'usage. Apparemment, il pensait avoir besoin de cet équipement fonctionnel dans l'au-delà. La fête de Mine. Quand la religion devient une orgie sacrée, Mine était le dieu de la fertilité, toujours représenté avec un pénis en érection, disproportionné par rapport à son corps. Sa fête annuelle faisait ressembler le carnaval brésilien à une messe dominicale. L'événement a commencé par une procession. Les prêtres portaient une statue de Mine de 3 mètres de haut, avec un phallus dressé d'1 mètre de long, nécessitant un soutien particulier. Oui, vous avez bien lu. 1 mètre de pénis divin défilait dans les rues. Mais voici ce qui traumatisa Hérodote. Des femmes se tenaient le long du chemin de la procession et soulevaient leurs jupes, exposant leurs parties génitales à la statue. Ce n'était pas de l'exhibitionnisme, c'était un rituel de fertilité. Elles croyaient que l'énergie phallique de Mine les féconderait ou augmenterait leurs chances de conception. Plutarque, un autre historien grec, décrit « J'ai vu des femmes de la plus haute noblesse, épouses de nomarques et de prêtres, se bousculer pour obtenir une place, afin de mieux exposer leur honte aux dieux. Plus elles étaient là proches de la statue, plus grande était la bénédiction, la connexion de la laitue. Oui, de la laitue. Les Égyptiens croyaient que la laitue était aphrodisiaque, car lorsqu'elle était cassée, elle libérait un liquide blanc laiteux qui ressemblait à... Enfin, vous voyez l'idée. Pendant le festival, les participants consommaient d'énormes quantités de laitue. Les prêtres romains préparèrent des salades rituelles. Les vendeurs ambulants criaient « Laitue Mine, protégez votre puissance ». Des papyrus médicaux confirment que la laitue égyptienne, Lactuca seriola, contient des composés phytochimiques aux propriétés stimulantes. Il ne s'agissait donc peut-être pas d'une simple superstition. Le festival culminait avec la libération de 4 taureaux sauvages, symbolisant la virilité de Mine. Ces taureaux étaient encouragés à chevaucher autant de vaches que possible, répandant symboliquement la fertilité divine. Et non, ce n'était pas une métaphore, c'était littéral. Les propriétaires amenèrent leurs vaches, espérant qu'elles seraient montées par les taureaux de Mine. Une vache pleine de ces taureaux était considérée comme bénie et ses veaux se vendaient à prix d'or. Contrôle des naissances. Niveau contraceptif en Égypte. Pour un peuple obsédé par la fertilité, les Égyptiens étaient étonnamment avancés en matière de contraception. Le papyrus Kahun, 1805 AVC, est un véritable manuel de gynécologie dont les recettes feraient vomir les pharmaciens modernes. Top 5 des méthodes contraceptives égyptiennes. Crotte de crocodile au
miel, inséré par voie vaginale comme barrière. Les scientifiques modernes le confirment. Les excréments de crocodile sont alcalins, créant un environnement hostile aux spermatozoïdes. Mais imaginez le processus de collecte. Gomme d'acacia. Mélangée à des dattes et du miel, il forme une pâte spermicide. Des études montrent que l'acacia contient de la gomme arabique, qui se transforme en acide lactique par fermentation, l'ingrédient actif des spermicides modernes. Pesser en lin imbibé, dans un mélange de lait caillé et d'herbes. En fait, c'est un tampon contraceptif. Boisson à la grenade. Graines trempées dans de la bière. À consommer pendant 3 jours. La grenade contient des œstrogènes naturels qui peuvent interférer avec l'ovulation. Amulette vaginale. De petites statues du dieu Bès ont été insérées pour effrayer les spermatozoïdes. Bon, celle-ci n'a probablement pas fonctionné, mais bravo pour l'effort créatif. Le docteur Maria Mayad de l'Université du Caire a étudié ces méthodes. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas leur efficacité à quantant %, mais le fait qu'elles aient développé autant d'options. Cela témoigne d'une société où les femmes avaient un certain contrôle sur la reproduction, chose rare dans le monde antique. Inceste royal. Game of Thrones était un petit piège. Si Cersei et Jaime Lannister vous ont choqué, attendez de voir l'arbre généalogique des pharaons. Ce n'était pas un arbre, mais un cercle vicieux d'ADN partagé. Cléopâtre VII, la célèbre du film, celle qui s'est suicidée avec un serpent. Elle était le fruit de 300 ans d'inceste systématique. Les Ptolémées ont donné aux Targaryens une apparence génétiquement diversifiée. Imaginons un peu, Cléopâtre a épousé son frère Ptolémée XIII. Lorsqu'il s'est noyé accidentellement dans le Nil, spoiler, elle l'a fait tuer. Elle a épousé son frère encore plus jeune, Ptolémée XIV. Lorsqu'il est mort, lui aussi, mystérieusement, spoiler encore, c'était elle. C'est seulement à ce moment-là qu'elle est allée chez les Romains. Mais pourquoi cette obsession pour les proches? 3 raisons. 1. Précédent divin. Les dieux se sont mariés. Isis et Osiris étaient frères époux. Chou et Tefnut étaient pareils. Si c'était bon pour les dieux, pourquoi pas pour leurs représentants sur Terre? 2. Pureté du sang. Divin, les pharaons croyaient que leur ADN contenait une essence divine. Se mélanger au sang commun diluait leur pouvoir. Épouser sa sœur préservait la pureté de la lignée. 3. Politique. Pas de beaux-frères ambitieux cherchant à usurper le trône. Pas de belles-mères indiscrètes. Les problèmes familiaux, ils les réglaient à la maison. Le cas d'Amenhotep III. Mais le record d'inceste fut détenu par Amenhotep III. Non content d'épouser sa sœur, il épousa sa propre fille, Citamon. Et quand elle lui donna une petite fille, il l'épousa aussi. Des inscriptions au temple de Luxor montrent Amenhotep avec ses 3 épouses, sa sœur, sa fille et sa petite fille, toutes enceintes, au même moment, du même homme, qui était à la fois le père, le grand-père et l'arrière-grand-père des bébés. Le docteur Aidan Dodson, égyptologue à l'université de Bristol, a analysé la généalogie. Elle est mathématiquement impressionnante. Amenhotep était le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'oncle et le cousin de ses propres enfants. Il a inventé des catégories de parenté qui n'existent pas dans d'autres cultures. Les conséquences génétiques. Toutankhamon est l'exemple même des problèmes d'inceste pharaonique. Une analyse ADN réalisée en 2010 a révélé les parents étaient un frère, pied de botte congénitale, fente palatine, scoliose sévère, nécrose osseuse, mort des os, système immunitaire affaibli. Le jeune roi avait besoin d'une canne à l'âge de 9 ans. Il est mort à 19 ans, probablement d'une infection à laquelle une personne en bonne santé aurait facilement survécu. Mais les Égyptiens voyaient ces difformités comme une preuve de divinité. Plus elles étaient déformées, plus elles étaient divines. Akhenaton, le père de Toutankhamon, était représenté avec un crâne allongé, des hanches et une poitrine féminine. Les archéologues se demandent s'il s'agissait d'un style artistique ou d'une représentation réelle, jusqu'à ce qu'ils trouvent sa momie. Elle était réelle. Tous les membres de la famille royale semblaient étranges à cause de tous ces incestes. La controverse sur la nécrophilie, le côté obscur. Attention, cette partie est lourde, mais c'est un document historique. Hérodote lança une grave accusation. Les embaumeurs violèrent les corps frais des belles femmes. Par conséquent, les familles attendèrent de 3 jours avant de leur remettre les corps, le temps que la décomposition les rende moins attrayants. Cela ressemble à une vieille légende urbaine, peut-être, mais les faits suggèrent que le problème était réel. 1.
Confession négative. Dans le livre des morts, parmi les péchés que les morts nient avoir commis, figure celui de « Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec un cadavre ». Pourquoi inclure cela si ce n'était pas une préoccupation réelle? 2. Contrat d'embaumement. Les papyrus juridiques incluent des clauses sur le traitement respectueux et des sanctions pour atteinte au corps. Le langage juridique est trop spécifique pour être théorique. 3. Prêtres spéciaux. Des familles riches engageaient des prêtresses d'Isis pour superviser l'embaumement des femmes. Pourquoi une supervision féminine s'il n'y avait aucun risque? Le docteur Salima Ikram, experte en momification, offre un point de vue troublant. Les embaumeurs passaient 70 jours en contact intime avec des corps nus. Ils travaillaient seuls dans des chambres obscures. Le risque d'abus existait et les Égyptiens en étaient parfaitement conscients. Mais il existait un autre type de nécrophilie, la nécrophilie rituelle. Le mariage avec Osiris était une cérémonie où les reines copulaient avec des statues ou des momies de pharaons défunts pour légitimer leur succession. Ce n'était pas symbolique. Des bas-reliefs montrent des reines nues, chevauchant des momies bandées. Que la pénétration soit réelle ou simulée, nous l'ignorons. Mais le rituel existait bel et bien. Le docteur Lana Troy, de l'université d'Uppsala, a passé 30 ans à étudier la sexualité dans l'Égypte ancienne. Ce qui est le plus frappant, c'est à quel point le sexe imprégnait tout. Il n'y avait aucune séparation entre le sacré et le sexuel. Le hiéroglyphe pour entrer est un pénis qui pénètre. Pour sortir, c'est un pénis qui se retire. Les enfants apprenaient à écrire en dessinant des organes génitaux. Le professeur Jacobus van Dyck, de l'université de Groningen, ajoute « On trouve des amulettes phalliques dans les tombes de bébés, des graffitis pornographiques dans les temples sacrés, des godemichés en bois dans les trousses de maquillage. » Pour les Égyptiens, le sexe était aussi naturel que la respiration. La répression sexuelle est une invention plus tardive. Mais l'observation la plus révélatrice vient du docteur Ahmad Badawi, un archéologue égyptien. Les Occidentaux sont choqués car ils séparent le sexe de la spiritualité. Pour les Égyptiens, l'orgasme était une expérience divine au sens littéral du terme. Le sperme était une substance sacrée. Le vagin était une porte vers la réincarnation. Comment pouvaient-ils avoir honte de ce qui les reliait aux dieux? Médecine sexuelle égyptienne. Les premiers sexologues. Les papyrus médicaux égyptiens contiennent les plus anciens traités de l'histoire sur les troubles sexuels. Et les traitements étaient créatifs. Pour l'impuissance, pénis de crocodile séché, moulu et mélangé avec du miel. Application topique de poivre, ail, mine amulette attachées au pénis. Incantation récitée sur le membre 7 fois pour augmenter la libido féminine. Suppositoires vaginaux à la myrrhe et à l'encens. Massage à l'huile de lotus bleu contient de l'aporphine, un aphrodisiaque naturel. Consommation de testicules de taureau cuits dans du lait pour l'infertilité. Une femme assise sur la peau. Vapeur provenant de l'urine d'une femme enceinte. Insertion de sperme de taureau mélangé à du miel. Dormir avec une statue de Bès sous le lit. Docteur Liora Katz, historienne de la médecine ancienne. Certains traitements étaient fondés sur des preuves. Le lotus bleu possède effectivement des propriétés psychoactives. D'autres étaient de purs placebos. Mais l'important est qu'ils traitaient les problèmes sexuels comme des problèmes médicaux légitimes et non comme des problèmes moraux. Prostitution sacrée. Quand la religion rencontre la profession, les temples égyptiens employaient des épouses de Dieu, des prêtresses dont les fonctions incluaient des pratiques sexuelles rituelles. Il ne s'agissait pas de prostitution au sens où nous l'entendons, mais d'un service religieux. Au temple d'Hathor à Dendera, les prêtresses offraient une union sacrée à leurs fidèles. Les hommes payaient le temple et non la femme. Elles croyaient qu'avoir des relations sexuelles avec la représentante de la déesse apportait fertilité et prospérité. Tarif d'inscription. Marchand. 1 devoir de prata numéro. 5 devoirs. Étranger. 10 de ben. Services spéciaux. Négociables. Il est intéressant de noter que les prêtresses bénéficiaient de droits du travail. Les contrats précisaient maximum 3 clients par jour. Congé pendant les règles. Retraite à 50 ans avec pension. Les enfants qui en résultèrent furent élevés par le temple. Des graffitis laissés par des clients ont survécu. Nefertiti d'Hathor m'a emmené au paradis. Cela valait bien tous les d'ébène. L'homosexualité, plus acceptée qu'on ne le pense. Contrairement à la croyance populaire, les Égyptiens étaient relativement tolérants envers l'homosexualité. Le problème n'était pas de savoir avec qui on couchait, mais quel rôle on jouait. Être actif, facile. Être passif, compliqué, surtout pour les hommes de statut. Cas documenté, Nyankhnum et Khnumhotep
manucure royale de la V-dynastie, furent enterrés ensemble. Des bas-reliefs les représentent dans des poses intimes, habituellement réservées aux couples. Le papyrus érotique de Turin comprend des scènes homosexuelles sans jugement moral. Le dieu Seth a essayé de violer Horus, mais le problème n'était pas d'être gay, c'était une question de domination et de pouvoir. Le lesbianisme apparaît moins dans les archives, mais on y trouve amulettes représentant deux femmes en train d'avoir des rapports sexuels, poèmes d'amour entre prêtresses, graffiti dans les toilettes pour femmes à Deir el-Médine, docteur Dominique Montserrat, spécialiste de la sexualité antique. Les Égyptiens n'avaient aucune notion d'orientation sexuelle. On avait des relations sexuelles avec quiconque était disponible et attirant. Le genre était un détail, pas une définition. Bestialité. Quand les dieux sont des animaux, les frontières deviennent floues. Ce fait est controversé, mais documenté. Hérodote, encore lui, rapporte avoir vu une femme copuler avec une chèvre sacrée à Mandès. La chèvre représentait le dieu Baneb-Djeddet. Avant de juger, considérez. Les dieux égyptiens étaient zoanthropomorphes, en partie animaux, en partie humains. Les taureaux, les chèvres et les béliers sacrés étaient considérés comme des incarnations divines. Sexe avec un animal sacré, sexe avec Dieu. Le taureau, Apis de Memphis, possédait un harem de vaches et de prêtresses humaines. Des papyrus suggèrent que certaines prêtresses honoraient le taureau d'une manière qui serait considérée comme criminelle aujourd'hui. Mais cela se limitait aux animaux sacrés. Les relations sexuelles avec des animaux communs étaient passibles de la peine de mort. La distinction était théologique. Les animaux sacrés avaient une âme divine. Les animaux communs n'étaient que des animaux. Vous vous souvenez des vomissements d'Hérodote au début? Vous comprenez maintenant le choc culturel. Mais voici le rebondissement qui change tout. Les Égyptiens n'étaient pas pervers. Ils étaient pragmatique. Chaque pratique sexuelle bizarre avait une fonction. Pharaon se masturbant dans le Nil. Une garantie psychologique de maîtrise des inondations. Inceste royal, le pouvoir politique a été concentré. Le sexe dans l'au-delà. Des personnes motivées à travailler dur pour une bonne mort. Fêtes orgiaques, un exutoire social et un stimulant pour la natalité prostitution sacrée. Elle finançait des temples et offrait des services sociaux. C'était un système et il a fonctionné pendant 3000 ans. Plus longtemps que n'importe quelle civilisation de l'histoire. Les secrets que nous n'avons pas encore découverts, 2020, Vallée des Rois. Des archéologues découvrent une tombe intacte contenant une momie féminine. À l'intérieur, le kit sexuel le plus complet jamais découvert. 5 consoles en matériaux différents, bois, pierre, ivoire, or et cuir, huiles aromatiques avec des étiquettes explicites, manuel illustré avec 27 positions, amulette vaginale sertie de pierre. La femme, une comptable, ni prêtresse ni noble, de la classe moyenne. Preuve que l'obsession sexuelle imprégnait toutes les classes sociales. Dr Zahi Hawass. Chaque fouille révèle quelque chose de nouveau sur la sexualité égyptienne. Nous estimons que 70% des objets sexuels sont encore enfouis. Ce que nous savons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et maintenant, le véritable choc. Les Égyptiens avaient raison sur beaucoup de choses. Preuve moderne, masturbation et créativité. Des études montrent que l'orgasme libère de la dopamine et de l'ocytocine, augmentant ainsi la créativité. Le thon crée-t-il un univers post-orgasme scientifiquement plausible? Sexe et longévité. Les Égyptiens qui entretenaient une vie sexuelle active vivaient plus longtemps. Les momies des prêtresses d'Hathor témoignent d'une longévité exceptionnelle pour leur époque. Lotus bleu, le Viagra égyptien, est vraiment efficace. Il contient de la porphine et de la nuciférine, des composés psychoactifs et vasodilatateurs. L'acacia comme contraceptif, confirmé par la science moderne. Base des spermicides actuels. Mais voici la véritable leçon. Les Égyptiens avaient compris quelque chose que nous avons perdu. Le sexe est un pouvoir. Non pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir sur soi-même, sur la nature, sur le destin. Tandis que nous cachions, réprimions et créions des tabous, eux célébraient, ritualisaient et intégraient. Le résultat, la civilisation la plus durable de l'histoire. Le rebondissement final. Savez-vous pourquoi l'Égypte antique a réellement chuté? Ce n'était ni économique ni militaire. C'est lorsqu'elle a adopté les valeurs gréco-romaines, puis chrétiennes, qui diabolisaient la sexualité. Cléopâtre fut le dernier pharaon à pratiquer des rituels sexuels traditionnels. Après elle, sous la domination romaine et chrétienne,
chrétienne, l'Égypte ne redevint plus jamais une puissance mondiale. Coïncidence? Les papyrus disent non. Les momies disent non. 3000 ans de succès disent non. Peut-être que les vrais pervers sont nous, qui avons transformé la force créatrice la plus puissante de la nature en péché. Les Égyptiens ont eu des relations sexuelles avec des crocodiles morts et ont régné sur le monde pendant des millénaires. Nous faisons l'amour dans l'obscurité et créons une société de névrose et de répression. Qui fait vraiment mal? Pensez-y la prochaine fois que vous visiterez un musée égyptien. Ces hiéroglyphes à l'air innocent, la moitié d'entre eux sont des instructions sexuelles. Cette statue du pharaon, il a probablement un phallus caché sous sa robe. Cette momie, il est mort dans l'espoir de profiter de l'éternité. Et cela a fonctionné pendant 3000 ans. Jusqu'à ce que nous décidions que nous savions mieux. Spoiler, on ne le savait pas. L'Égypte nous enseigne que les civilisations qui répriment la sexualité ne construisent pas de pyramides. Ils construisent des névroses. Et les névroses, contrairement aux pyramides, ne durent pas 5000 ans. Les pharaons qui se masturbaient en public régnaient sur le monde. Les puritains qui condamnent la masturbation règnent. Groupe WhatsApp. L'histoire a déjà rendu son verdict. Il vous suffit de décider de quel côté vous voulez être. Du côté de ceux qui construisent des pyramides ou du côté qui leur rend visite en payant l'entrée. Le choix, comme toujours, c'est à toi. Mais les Égyptiens ont déjà fait le leur. Et le Nil continue de couler. Exactement comme Atum l'avait prévu.